Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari qui reçoit comme chaque dimanche un invité. Et l'invité de ce dimanche 22 octobre 2017, il s'agit de Soumela Tchamogo, plus connu sous le nom de l'Empereur. Il est l'entraîneur du MENA-Cadet. Avec lui, donc, nous allons revenir sur le bilan de la participation du MENA-Cadet au mondial qui se déroule actuellement en Inde et les perspectives. Le MENA-Cadet, vous le savez, a été éliminé en 8e de finale et qui a réalisé un parcours historique pour notre football. Le temps de débuter cet entretien, nous débutons donc ce journal par cette opération de salubrité ce matin au niveau du quartier Yantalanda, plus précisément derrière le groupe de presse Labari. Cette activité initiée par les jeunes du quartier a pour but de rendre propre leur quartier. Et c'était en présence de notre porteur Ismaël Mouni. Passer en revue toutes les rues du quartier pour s'en débarrasser des déchets qui constituent un véritable danger pour leur environnement, motif de cette séance de salubrité au quartier Ntalaho qui a mobilisé jeunes et moins jeunes munis d'outils de travail afin de rendre leur quartier salubre. C'était parti en fait d'un constat. Donc voilà, on a constaté que le quartier était vraiment en très mauvais état. Et on s'était réunis comme ça et puis on a tenu un comité. Donc ce comité-là s'est chargé de passer l'information porte par porte, histoire de vraiment sensibiliser les gens par rapport à la propriété en fait. Donc vraiment c'était parti de là. Et voilà, on a initié cette activité, cette première activité, qui on l'espère sera en fait une première activité qui va lancer, je dirais, ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement des jeunes du quartier. Donc ça sera en fait, l'idée c'est quoi? C'est vraiment d'éradiquer l'insalubrité qui gangrène vraiment le quartier. Ces braves jeunes du quartier Yantala n'ont pas attendu l'aide de la municipalité pour venir à bout de cette situation. C'est vraiment une initiative qui est venue exclusivement des jeunes du quartier. Et vraiment, on travaille avec les moyens que nous avons. On n'a même pas fait appel à qui que ce soit, comment on appelle ça, aux autorités, ou en tout cas on est parti et on a utilisé uniquement les outils que les parents ou en tout cas les pères de famille ont bien voulu en fait mettre à notre disposition. L'idée c'est vraiment que ça soit pérenne. Le quartier Yantala a toujours été indexé comme étant un quartier sale. Donc vraiment l'idée c'est vraiment d'être pionnier comme on le dit, d'être vraiment en avant, de ce genre d'initiative là. Donc comme je l'ai dit, c'est des jeunes qui sont là, motivés, et qui veulent vraiment que le visage de leur quartier change. Pour une première séance, ce fut un coup de maître, car en dehors des jours de fête, jamais le quartier n'a été si bien entretenu comme ce jour. Ces gens promettent d'effectuer ce genre d'activité chaque dernier dimanche du mois pour que Yantala puisse être le quartier le plus propre de la capitale. Voilà, une belle initiative des jeunes du quartier Yantala qui doit inspirer d'autres jeunes des autres quartiers pour rendre encore Niamey encore plus Niala. Hier, 21 octobre, c'était la journée africaine des droits de l'homme, célébrée cette année sous le thème « La contribution des jeunes au renforcement de la mise en œuvre effective du plan d'action décennal des droits de l'homme en Afrique ». Qu'inspire ce thème pour les structures œuvrant pour la promotion des droits de l'homme au Niger? Élément de réponse avec Sanoussi Abdelaziz, il est le président du Mojedec. La Commission de l'Union africaine l'a initié pour pouvoir développer des activités de sensibilisation, de promotion et de défense des droits humains dans les différents États pour promouvoir aux côtés de la Commission de l'Union africaine les droits de l'homme et des peuples. À ce niveau, la Commission de l'Union africaine souhaite placer la jeunesse au cœur de l'action de défense et de promotion des droits de l'homme. À cet effet, elle invite les États à faire un regard critique et une analyse et développer des stratégies pour que les jeunes de différents États puissent participer activement à la défense et à la promotion des droits humains, des différents droits humains, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à un environnement sain, le droit à la vie, le droit à l'épanouissement et ainsi de suite. Et de nos jours,
il y a encore des droits qui sont développés et qui sont d'actualité. Parce que les droits à la liberté d'aller et venir, qui, relativement à la question de migration, doivent être aussi des questions d'actualité. Les droits à la santé, parce que nos États n'arrivent pas à prendre en charge les questions de santé. Le droit à un environnement sain, vous voyez que quand même que l'environnement sain n'est pas garanti à tous. D'ailleurs, l'assainissement est absent dans certaines localités. Donc c'est toutes ces questions-là que la jeunesse doit se battre pour pouvoir les défendre. Ici, on amène la jeunesse à être l'actrice du changement. Les jeunes ne doivent pas s'attendre à ce que quelqu'un travaille pour que leur environnement soit amélioré, pour que leur cadre de vie soit amélioré. Non, il revient à la jeunesse d'être l'actrice de ce changement, de travailler pour cela. Par exemple, au niveau de la constitution du Niger, on dit que la jeunesse est protégée par l'État contre l'abandon. Donc cette protection, l'État doit l'assurer à la jeunesse. L'État doit assurer l'emploi des jeunes, l'État et les collectivités. Mais au Niger, naturellement, à chaque fois, les collectivités sont exemptées. Tout est concentré sur l'État. Donc les collectivités aussi doivent travailler pour que les jeunes qui se trouvent au niveau des différentes entités administratives puissent être dans leurs droits, puissent exercer et vivre pleinement leurs différents droits, les droits culturels, économiques et sociaux, ainsi de suite. Parce que la constitution du Niger attache du prix à travers son préambule aux deux pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avant l'invité du journal, quelques repères de l'actualité au plan international. L'OMS annule la nomination du président Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté. Les raisons dans ce sujet. Robert Mugabe est à la tête du Zimbabwe depuis bientôt 40 ans. Mais sa carrière d'ambassadeur de l'OMS aura, elle, été express, 4 jours seulement. Après l'annulation de sa nomination ce dimanche par le patron de l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ce dernier a cédé sous la pression du scandale qu'il avait lui-même provoqué mercredi en demandant à l'autoritaire président du Zimbabwe de servir comme ambassadeur de bonne volonté pour lutter en Afrique contre les maladies non transmissibles comme l'asthme et les attaques cardiaques. Une décision très mal accueillie par plusieurs pays membres de l'OMS, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada. Honnêtement, quand j'ai entendu qu'on avait nommé Robert Mugabe à ce poste, j'ai pensé que c'était un mauvais poisson d'avril. C'est ridicule de penser que cette personne pourrait être un ambassadeur de bonne volonté pour un organisme international comme l'OMS. Et je peux vous assurer que le gouvernement du Canada et nos diplomates sont en train de faire passer le message à la communauté internationale que c'est inacceptable. Même indignation de la part des ONG et de l'opposition zimbabwéenne. Sur Twitter, certains ont rappelé que Mugabe, 93 ans, allait régulièrement se faire soigner à l'étranger, notamment à Singapour, après avoir détruit le système médical de son pays. Comme beaucoup d'autres services publics, l'hôpital s'est effondré, la plupart des établissements manquent de médicaments et d'équipements, et régulièrement, les salaires des infirmières et des médecins ne sont pas versés. Pour justifier la nomination de Mugabe, qui fait l'objet de sanctions des États-Unis en raison des crimes commis contre son peuple, le directeur général de l'OMS avait invoqué les efforts du Zimbabwe contre les maladies non transmissibles et le tabac. Les relations entre l'Espagne et la Catalogne vont se jouer d'ici la fin de la semaine prochaine. Le président catalan a dénoncé la plus forte attaque contre sa région.
investir la rue pour montrer qu'ils ne sont pas résignés. 450 000 indépendantistes catalans, selon la police locale, ont déferlé dans les rues de Barcelone samedi après-midi et jusque tard dans la soirée. Une mobilisation massive, un cri de colère quelques heures après l'annonce par Mariano Rajoy de la mise sous tutelle prochaine de la Catalogne. Dans le cortège à leur côté, Carles Puigdemont, le leader indépendantiste, a ensuite pris la parole en direct à la télévision et il n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Madrid. Le gouvernement espagnol, avec le soutien du Parti socialiste et le Parti de la citoyenneté, a mené la pire attaque contre les institutions et le peuple de Catalogne depuis les décrets du dictateur militaire Franco. Les institutions catalanes et le peuple de Catalogne ne peuvent pas accepter cette attaque. Un discours en catalan, en espagnol, mais aussi en anglais pour interpeller l'Union européenne. Néanmoins, dans son allocution, Puigdemont ne déclare pas l'indépendance, comme il avait menacé de le faire si le gouvernement espagnol déclenchait l'application de l'article 155 de la Constitution. Et c'est pourtant bien ce qu'a fait Mariano Rajoy samedi après-midi. Aucun gouvernement, je répète, aucun gouvernement d'aucun pays démocratique ne peut accepter que la loi soit ignorée, que la loi soit violée, que la loi soit changée, que tout cela soit fait dans le but d'imposer ses critères aux autres. L'article 155, une disposition exceptionnelle encore jamais utilisée en Espagne, pourrait entrer en vigueur fin octobre, une fois validée par le Sénat. La Catalogne serait alors mise sous tutelle du gouvernement central. À Barcelone, une session plénière du Parlement régional a été convoquée par Carles Puigdemont cette semaine pour décider de la réponse à Madrid. Place à présent à l'invité de dimanche. Ce soir, comme je l'annonçais au début de cette édition, nous recevons l'entraîneur du MENA Cadet, fraîchement revenu de l'Inde, Soumaïla Thiamogo, qui a dirigé donc, qui a conduit notre équipe nationale à cette Coupe du Monde des cadets. Coach, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'annonçais donc au début de cette édition, le Niger qui a participé à la Coupe du Monde qui se déroule actuellement du côté de l'Inde, et le MENA Cadet qui a reçu quand même un parcours historique, il faut le dire. Le MENA qui a été éliminé en 8e de finale par le Ghana. Coach, nous allons parler du bilan de cette participation à ce mondial indien, mais aussi des perspectives. Mais avant tout cela, si vous le permettez, est-ce qu'on peut revenir sur les conditions dans lesquelles le MENA Cadet a participé à cette compétition? Est-ce que réellement vous avez eu une préparation à la hauteur de la compétition, s'il faut le dire? Merci de nous avoir donné l'opportunité de parler de cette équipe MENA Cadet qui était au mondial. Je crois qu'avant de partir au mondial, nous avons décrié en tout cas les conditions de préparation qui n'étaient pas vraiment à la hauteur de la compétition. Contrairement à la participation à la CAN, où nous étions plus ou moins sûrs de nos valeurs sur lesquelles nous pouvons compter. Parce qu'avant la CAN, nous avons eu quand même pas mal de matchs de préparation avec des équipes de taille, des équipes qualifiées au même titre que nous. Et donc nous avons jaugé nos forces avant d'aller à la CAN. Je pourrais dire que nous étions plus ou moins sûrs même de nos valeurs. Malheureusement, même ridicule parce que c'est un autre niveau de compétition, le mondial. Et là, c'est là où nous n'avons pas eu vraiment le soutien nécessaire, la préparation nécessaire pour aller à ce tournoi mondial. Donc, grosso modo, vraiment, nous n'avons pas eu de match. Heureusement que le Maroc nous a ouvert ses portes au niveau de leur centre, qui nous a permis en tout cas d'avoir 2 matchs amicaux. Mais vous savez bien que le Maroc même n'était pas qualifié. Donc ça ne peut pas être vraiment un match de grande mesure. Parce que n'étant pas qualifiés, ils ne sont pas peut-être motivés en tout cas à nous recevoir. Nous avons quand même accepté ces matchs-là pour ne serait-ce que de donner des marques sur le terrain pour nos jeunes. Mais donc vraiment la préparation a été incomplète, et je crois qu'à la fin de ce tournoi-là, à la fin de ce mondial-là, c'est ce que nous nous mordons les doigts, parce que nous disons que si
nous avons eu une préparation, en tout cas adéquate, une préparation complète. Vraiment, nous aurons pu aller peut-être un peu plus loin. Oui, coach, c'est vrai, la préparation a été difficile, a été tumultueuse, vous l'avez dénoncé, les médias l'ont beaucoup relayé. Malgré ce handicap, vous êtes parti quand même en Inde, où vous étiez dans une poule de la mort, il faut le dire, parce qu'il y avait le Brésil, l'Espagne et la Corée du Nord. Coach, vous avez entamé ce mondial avec une victoire contre la Corée du Nord, ce qui n'était pas aussi gagné d'avance. Dites-nous, comment ce mondial, comment vous l'avez géré après la victoire contre la Corée du Nord, après il y avait le Brésil et l'Espagne, tout cela. De manière générale, comment vous avez pu gérer un peu tous ces 3 matchs, coach? Bon, c'est match de poule quand même. Oui, c'est match de poule, il faut dire que vraiment, c'est surtout, nous avons joué surtout sur le mental des jeunes. Parce que vous avez vu le match contre la Corée. Contre la Corée, on aurait pu gagner 3-0. Oui, quand même. Personne n'allait crier au scandale. Mais c'est pendant la compétition que les joueurs cherchent les automatismes. Alors, c'est pas facile d'être en compétition et de chercher à perfectionner sa tactique de jeu. Et ça aussi, c'est le déficit? C'est le déficit, bien sûr que c'est le déficit, c'est le manque de préparation. Bon, on a pu quand même gagner la Corée avec nos forces. Mais toujours est-il qu'il y a le doute qui plane dans la tête des jeunes. Et surtout dans la tête de l'encadrement. Qu'est-ce qu'il faut faire contre l'Espagne? Qu'est-ce qu'il faut faire contre le Brésil? Bon, déjà, en voyant ce que nous avons produit comme match, au premier match, mais qui nous a amené quand même à la victoire. Donc, il y avait le doute. Donc, on n'était pas sûr de nos valeurs, comme à la CAN. Donc, c'était un peu, vraiment une tactique, comment je dirais, là, il fallait vraiment se jeter. Heureusement, nous avons gagné notre premier match. Nous avons capitalisé 3 points qui nous ont permis, en tout cas, de compter parmi les 4 meilleurs 3e et pour jouer les 8e de finale. Oui, après la victoire contre la Corée, pour vous, quel est le message que vous avez livré à ces jeunes maintenant, parce qu'après la Corée, il fallait jouer contre le Brésil et l'Espagne? Bon, après le match de la Corée, bon, nous avons dit aux joueurs que voilà, que tout est possible. Donc maintenant, il faudrait resserrer les rangs, serrer les coudes, et puis bon, affronter l'adversaire. Nous savons que l'adversaire, nous avons eu écho de ce que les autres ont eu comme préparation. Donc il fallait vraiment jouer la prudence, et puis jouer avec beaucoup de sérénité dans les matchs. Nous avons essayé en tout cas de gérer ces matchs-là avec la plus grande sérénité possible, avec un mental vraiment de faire. Nous avons demandé aux joueurs en tout cas de jouer pour ne pas être ridicule et de chercher. Je crois que vraiment, en tout cas au sortir de ce tournoi-là, ces joueurs n'ont pas démérité, ils n'ont pas été ridicules. Oui, coach, après donc les matchs de poule, le Niger qui se retrouve parmi les 4 meilleurs 3e, c'est bien cela. Et là aussi, on peut dire qu'il y avait la baraka quand même. Parce que quand dans une compétition vous partez, c'est vrai, ce sont les règles de la compétition qui le disent. Vous terminez meilleur 3e et vous qualifiez pour les 8e de finale. Et un exploit quand même. Tout à fait un exploit, parce qu'il faut dire d'abord au niveau continental, au niveau africain, nous étions classés 4e après la Guinée, à l'issue de la CAN. Mais nous avons quand même renversé la hiérarchie. Parce que après les matchs de poule, la Guinée était éliminée avant nous. Donc il y a eu 8 pays qui étaient éliminés. Il y a même un 9e qui est le Mexique, qui était compté parmi les 4 meilleurs 3e, qui était 4e. Nous on était 3e meilleur 3e avec 3 points. Et le Mexique avait été 4e des 4 meilleurs 3e avec 2 points, donc 2 matchs nuls qu'ils avaient cumulés. Donc il y a déjà 8 pays qui sont derrière nous, après nous. Donc nous, même après les 8e de finale, en tout cas nous classons en tout cas 13e mondial, si on peut l'appeler ainsi. Parce qu'il y a des pays qui ont pris 4-0, qui ont des pays qui ont pris 5-1. Donc il faut dire que vraiment dans l'ensemble, nous avons occupé quand même un rang vraiment honorable. Si on peut, et surtout pour une première. Surtout pour une première participation. Aller en Coupe du Monde, passer le premier tour. Vraiment, je pense quand même que, et surtout sans préparation. C'est ça que nous avons déploré, parce que là, comme je l'ai dit, nous montrons les doigts, parce que si
on avait une préparation adéquate, peut-être qu'on aurait fait mieux que ça. Oui, quand il y avait aussi un manque de préparation, mais aussi il y avait un manque de motivation quelque part. Bien sûr, la motivation, c'est sûr. La motivation va de la préparation. La préparation, si bien sûr tout le monde suit l'équipe et que l'équipe, les joueurs rentrent dans leurs droits comme il faut, bien sûr que ça aurait pu mieux motiver. Malheureusement, tout ça là n'a pas suivi et quelque part, vraiment, c'est du regret, quoi. Oui, leur droit, vous voulez dire que ces joueurs qui sont qualifiés, qui sont allés mouiller le maillot, jusque-là, ils n'ont rien perçu, coach? Bon, le match le plus frappant, c'est que là, ils ont quand même gagné la Corée. Je pense que l'idéal serait que, aussitôt après ce match-là, qu'ils aient leur prime de match et peut-être même proposer, pourquoi pas, de multiplier la prime ou bien de. En tout cas, ils auraient senti que quelque part quelque chose cloche. Malheureusement, ça n'a pas été. Bon, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup travaillé le mental de ces jeunes-là. Comme je l'ai toujours dit, ces jeunes sont vraiment à féliciter. Ce sont des enfants qui ont joué vraiment sans rien réclamer. Tous les matchs que nous avons joués, en tout cas, ils ont joué avec vraiment un cœur ouvert. Et puis bon, vraiment, c'était formidable. Oui, coach, sur le terrain, est-ce que vous avez eu l'impression que ces joueurs quand même ont respecté vos consignes, même si à un moment, on voit que le MENA Cadet a essayé de produire son jeu, et à un moment, on constate que le MENA quand même est en train de subir parfois contre ses adversaires. Bon, c'est difficile de dire qu'ils ont respecté les consignes à 100%. C'est sûr, même avec les consignes, si quelque part le joueur n'est pas sûr de ce qu'il doit faire, et cette assurance ne peut provenir que des matchs amicaux. Oui, tout à fait. Malheureusement, le doute plane toujours, parce que le joueur à un moment se demande est-ce qu'il peut faire, parce qu'il ne l'a pas fait encore. Est-ce qu'à ce niveau de compétition, est-ce que c'est comme ça qu'il doit jouer? Donc, il y a toujours des doutes qui planent. Mais bon, on essaie quand même de resserrer les lignes, de le replacer. Surtout, on a eu beaucoup d'erreurs défensives. Tout à fait. Qui ont été fatales quand même. Voilà, qui nous ont coûté. Mais moi, je dis que vraiment, déjà, parce que nous avons 21 joueurs sur les 21 joueurs, pratiquement tout le monde a joué. Nous avons eu 3 blessés et 1 suspendu. Que nous avons pu les remplacer vraiment sans gros efforts. Et je crois que c'est pas donné à n'importe quelle équipe, en tout cas, de pouvoir changer, de pouvoir remplacer des joueurs à ce niveau de compétition et des joueurs qui puissent tenir à ce niveau-là. Oui, Soumaïla, à la fin de cette randonnée du MENA Cadet, quelle impression se dégage au niveau de votre staff, de ces joueurs? Quel bilan vous avez tiré? Est-ce que vous dites que vous avez quand même fait honneur à notre pays, quoi qu'on dise? Bon, quoi qu'on dise, je crois que pour nous, une première participation quand même. S'il faut revenir en arrière, éliminer le double champion du monde, le Nigeria, aller se qualifier dans un pays, au Gabon, pas n'importe quel pays, au Gabon, jouer contre la Tanzanie à la Coupe d'Afrique, l'Angola, et se qualifier au mondial, je crois qu'il faut le faire. Et maintenant, parce que je pense quand même qu'à l'issue du tirage au sort, quand nous étions tombés dans la poule du Brésil, de l'Espagne, de la mort, tout le monde l'appelait la poule de la mort. Mais et là, nous sommes sortis de cette poule de la mort. Oui. Donc, je pense quand même qu'il ne faut pas qu'on oublie où on est. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le Brésil et l'Espagne passent en demi-finale. Tout à fait. Donc, les deux premiers de notre poule passent en demi-finale. Ils sont dans le dernier carré. Ils sont dans le dernier carré. Donc, on n'est pas tombé sur les premiers venus. Voilà. Et il faut dire aussi que quelque part, les pays qui ont été éliminés avant nous, à savoir l'Inde, pays organisateur, ont mis quand même pas mal de moyens mieux que nous. Ils ont mis des moyens mieux que nous, ça c'est sûr. La Guinée, par exemple, il y a beaucoup de pays, en tout cas, comme j'ai dit, il y avait 8 pays qui sont sortis avant nous. Et même un 9e qui est le Mexique, qui s'est quand même qualifié parmi les 4 personnes qui n'a totalisé que 2 points, qui n'ont pas eu une seule victoire. Donc voilà. Alors, coach, on sait que c'est une première participation du Niger à un mondial. Et comment les autres pays participants, quelle idée ils ont du Niger? C'est quand même une première. Bien sûr, parce que là, on était vraiment surpris. Parce que nous étions dans le même hôtel que l'Espagne, que le Brésil et la Corée du Nord. Mais les moyens font tout de suite la différence. Tout à fait.
quand nous avons nos ballons dans nos sacs de ballons et nos plots. Quand le Brésil, l'Espagne, la Corée du Nord sort pour les entraînements, c'est tout un armada de matériel. C'est le jour et la nuit. Vraiment, donc il y a même certains pays qui sont étonnés, qui viennent même jusqu'à notre hôtel pour nous demander le Niger. C'est le même qu'ils ont vu sur Internet. Oui. Un pays où on parle d'insécurité, on parle de pauvreté et tout. C'est nous qui sommes qualifiés. Il y en a même qui ont pleuré devant nous. Costa Rica, quand ils étaient éliminés, ils n'en croyaient pas. Et quand ils s'étaient éliminés, nous on était qualifiés, ils sont venus nous voir pour nous demander est-ce que réellement c'est nous qui sommes qualifiés, mais pas eux. On a dit mais c'est pas nous, c'est le règlement de la FIFA. De la FIFA. Ouais. Voilà coach, après donc l'Inde, place à présent à l'avenir. On sait que c'est jeune pour la Fédération nigérienne de football, le mondial n'est qu'un palier. L'objectif de la FENIFOOT c'est d'abord la CAN des juniors, mais ces jeunes, il faut dès maintenant les mettre dans de bonnes mains. C'est vrai, au niveau du staff technique, ils sont dans de bonnes mains. Maintenant, il faut le suivi. Est-ce que déjà, au niveau du staff technique, vous avez déjà une idée de qu'est-ce qu'il faut faire de ces jeunes? Bon, au niveau du staff, oui. Mais ça ne se décide pas seulement au niveau du staff. Il faudrait que la fédération s'implique pleinement. Au-delà de la fédération, que le ministère, que l'État surtout, mettre la main à la pâte. Parce que gérer un groupe pendant 2 ans, c'est pas donné. Tout à fait. Et 2 ans, c'est demain. C'est demain. Donc il faudrait que déjà qu'on pense au renforcement de l'équipe et à une véritable préparation pour amener ces enfants-là à la CAN de moins de 20 ans en 2019. Et ça sera chez nous. Ça sera chez nous. C'est ça surtout. Donc il ne faudrait pas qu'on se dise que reste 2 ans, que c'est la veille que nous allons commencer à nous préparer. Il faut que dès maintenant, qu'on pense au renforcement de l'équipe et vraiment à mettre les moyens, en tout cas pour une préparation conséquente. Oui, la préparation conséquente, coach. On sait que d'habitude, le staff technique, il dresse son programme d'activité. Même avant ce mondial, vous avez eu à faire votre programme d'activité, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. Est-ce que quelque part, pour un technicien, cela ne décourage pas? Oui, en tout cas, vraiment, c'est quand même pas bien apprécié. C'est pas bien apprécié. Il n'y a rien qui amène au découragement que le fatalisme. Parce que là, nous avons, en tout cas, avant d'aller au mondial, on se disait, bon, après le mondial, ça va être l'ouverture du centre technique où les enfants, ceux qui sont prétendus être les qualifiés pour la CAN 2019, qui seront regroupés et qu'il y aura un suivi sur le plan scolaire et sur le plan footballistique. Bon, maintenant, nous sommes revenus et on attend. On attend maintenant là-bas dans le camp des autorités. Et maintenant, il faudrait qu'on se dise que la CAN 2019, vraiment... La CAN des juniors. Voilà, la CAN des juniors, c'est déjà là, quoi. Et qu'il faudrait qu'on mette la main à la pâte pour qu'on commence déjà la préparation. L'empereur, on va finir cet entretien par un appel. C'est vrai, il n'y a pas eu quand même un soutien quelque part par rapport à cette équipe du Men Academy. Vous avez eu quand même un soutien du peuple nigérien qui vous a soutenu quand même et qui vous a encouragé à travers les prières quand même et un mot de remerciement à tout ce peuple. Tout à fait. Vraiment, nous avons été soutenus. Ces hommes ont été soutenus par les supporters habituels. Ne serait-ce que pour notre arrivée à l'aéroport, nous avons eu vraiment tous les supporters, en tout cas vraiment la famille des supporters que nous avons l'habitude de... Même s'il manquait le ministère des Sports là-bas. Le ministère n'était pas, il n'y avait malheureusement aucune autorité. Mais bon, pour ceux qui nous ont soutenus, vraiment nous tenons vraiment à les remercier sincèrement, parce que même étant en Inde, nous avons eu pas mal de messages des supporters un peu partout dans le pays. Même à l'extérieur. Même à l'extérieur qu'à l'intérieur. Moi, j'ai passé au moins 4 heures de temps avec la diaspora nigérienne aux États-Unis et les supporters à l'intérieur qui nous appellent, vraiment qui nous encouragent, qui ont toujours prié, en tout cas, pour faire avancer notre football. Donc vraiment, nous les remercions vivement et nous leur demandons en tout cas de continuer à soutenir ces jeunes-là et de les encourager.
Voilà. Merci bien Soumel Semago. Je rappelle que c'était l'entraîneur du MENA Cadet, Soumel Semago, qui a conduit donc le 11 national cadet à la Coupe du Monde, et le Niger qui a reçu un parcours historique en se qualifiant jusqu'en 8e de finale, une première dans l'histoire du football nigérien, et le MENA qui va donc désormais être dans la logique de la préparation de la CAN des juniors qui aura lieu en 2019 ici. Coach, quel est le sort de ces enfants actuellement? Bon, là, aujourd'hui même, nous avons une réunion pour voir les conditions de continuité de l'équipe, à savoir sur le plan scolaire et sur le plan footballistique. Donc, la fédération saisira qui de droit pour que d'ici mardi ou mercredi ou plus tard, qu'on soit définitivement fixé sur leur sort. Voilà, merci bien coach Soumel Semago, et c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bon début de semaine à tous, bonsoir.